Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, c'est pas facile parce que je passe après Carole qui vous a déjà tout expliqué ce que c'était que la fatigue liée au cancer et puis au traitement. Et puis, je vais laisser un petit peu les orateurs qui vont me suivre après, qui aborderont plus spécifiquement activité physique et fatigue et anémie. Donc, je vais essayer de rajuster un petit peu ma présentation que j'avais très orientée autour des traitements pour quand même vous montrer des choses intéressantes. Peut-être essayer de l'orienter peut-être un peu plus recherche clinique, parce que Carole a été très dans le concret, ce qui est important aussi pour notre quotidien. Alors, donc si on s'intéresse à la fatigue, puisque mon sujet était de vous parler de la fatigue en dehors du cancer en lui-même, je vais essentiellement me centrer sur cette fatigue en cours de traitement et pourquoi les patientes sont encore fatiguées après le traitement. Alors, il n'y a pas de définition universelle comme Carole nous l'a dit, et il faut bien comprendre que cette fatigue, elle est liée effectivement au cancer, mais aussi au traitement qu'on va donner pour essayer de traiter le cancer. Alors, il y a plein de causes, et je ne vais pas vous les réaborder, notamment liées au cancer lui-même, également aux symptômes physiques qui vont être induits par ce cancer et les traitements, mais aussi peut-être on n'a pas assez abordé quand un patient a un cancer, il a une histoire avant et toutes ces comorbidités, à mon avis, peut-être on ne les prend pas assez en compte et des fois simplement de réajuster des traitements sur certaines comorbidités peuvent déjà nous aider à améliorer la fatigue. Donc, il faut y penser immédiatement. Et je me dis que c'est aussi peut-être le bon moment d'aller nettoyer dans les ordonnances quand on prend en charge un patient avec un cancer pour éviter de multiplier les médicaments. On a vu tout à l'heure, après 3 médicaments, on ne sait pas ce qu'on fait. Et on peut potentialiser l'effet notamment des bêta-bloquants pour l'HTA, etc., qui induisent eux-mêmes de la fatigue. Alors donc, effectivement, mon sujet va être de vous montrer que ces mécanismes sont vraiment particulièrement multiples, d'où la complexité de cette prise en charge. Alors, effectivement, il y a des facteurs, il va falloir tenir en compte de l'âge, de la situation familiale, tous les éléments médicaux et également toute la partie biologique. Et en fait, l'association, la fatigue en elle-même n'est pas isolée. Souvent, ce mécanisme de fatigue est très en lien avec les syndromes dépressifs. Alors, est-ce que c'est la fatigue qui induit la dépression ou est-ce que c'est la dépression qui induit la fatigue? Mais voilà. Et de même avec l'insomnie. Est-ce qu'on est fatigué, on n'arrive plus à dormir, c'est un cercle vicieux ou l'inverse? Et à mon avis, quand on s'intéresse à la fatigue, il faut prendre en compte systématiquement ce volet dépression et le volet qualité de sommeil. Et je ne sais pas vous, mais moi, souvent en routine clinique, j'oublie un peu de leur demander leur qualité de sommeil et je pense que c'est très, très lié. Alors, il y a eu quand même, notamment concernant l'impact des traitements sur la fatigue, des avancées ces dernières années dans les mécanismes de compréhension. Et notamment, si vous êtes d'accord, on pourrait s'arrêter juste 2 minutes sur l'inflammation. On sait maintenant que l'inflammation est vraiment au cœur de l'induction de cette fatigue, notamment liée aux cytokines. Et on sait, quand on reprend toute la littérature, que les traitements eux-mêmes induisent des troubles inflammatoires, on peut comprendre, en modifiant l'immunité et surtout l'environnement immunitaire. Et que ce soit la radiothérapie, que ce soit la chimiothérapie, et c'était bien démontré qu'il y avait certains marqueurs de l'inflammation qui étaient perturbés, comme le TNF-alpha, l'interleukine 6, l'interleukine 10. Après traitement, et ça c'est particulièrement intéressant, il y a de nombreuses études qui ont mis en évidence que le système immunitaire mettait du temps à récupérer et que très longtemps, chez ces patients qui avaient encore une fatigue persistante, il restait des taux de cytokines anormalement élevés et les récentes études sur le génomique montrent également qu'il y a des augmentations de gènes qui codent pour ces facteurs pro-inflammatoires qui sont modifiés donc chez ces patients qui présente encore une fatigue persistante. Et un élément très intéressant qui vient d'être publié, c'est qu'il y aurait une
altération, une prolongée de l'immunité cellulaire suite au traitement qui pourrait réactiver certains virus latents, comme par exemple le CMV. Et des fois, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas une réactivation simplement mononucléose ou autre chose comme ça, induite par l'immunosuppression due par nos traitements. D'autant plus que maintenant, on utilise des thérapies ciblées, comme notamment les inhibiteurs de mTOR, qui spécifiquement diminuent l'immunité. Donc, Carole nous a parlé aussi de cette altération de l'axe neuroendocrine qui est perturbée par le cancer, mais aussi par ces traitements. Donc, je vais passer. Voilà. Alors, quel est l'impact propre des traitements dans tout ça? Donc, on va regarder un petit peu dans quelle mesure la radiothérapie induit de la fatigue et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. L'hormonothérapie, est-ce que l'hormonothérapie induit de la fatigue? La chimiothérapie, et je vous ferai un petit focus sur les thérapies ciblées. Est-ce que toutes les thérapies ciblées induisent de la fatigue, avec lesquelles il va falloir être plus vigilant? Alors, concernant la radiothérapie, donc là je vous montre par exemple dans le cancer de la prostate, et donc on sait maintenant, et il y a eu de nombreuses études et des méta-analyses qui montrent que les patients qui ont une radiothérapie pour un cancer de la prostate ont une prévalence de fatigue élevée, de l'ordre de 40%, et d'autant plus si cette radiothérapie est associée à une hormonothérapie. Si on regarde là de façon un petit peu générale, en reprenant plusieurs études qui avaient utilisé des questionnaires de fatigue, eh bien on voit que cette radiothérapie, systématiquement, peut induire de la fatigue. Donc si un malade en cours de radiothérapie se plaint de fatigue, il faut le croire, c'est vrai. On a tendance à se dire, ben non, c'est localisé, mais il exprime, alors quelle est le réel, la cause réelle, elle est sûrement mixte, mais la radiothérapie en elle-même, en induisant des troubles de l'immunité, peut induire une fatigue. Et alors on avait fait il y a quelques années une étude auprès de 300 femmes qui avaient un cancer du sein en cours de radiothérapie. Donc on avait un groupe qui avait de la chimiothérapie et qui était en cours de radiothérapie, et un groupe de femmes qui avaient que de la radiothérapie. Et vous voyez, et on avait trouvé ça particulièrement intéressant, un an après, eh bien, il y avait encore 40% de femmes qui avaient une fatigue sévère, qu'elles aient eu ou pas de la radiothérapie. Donc, c'est une augmentation de la fatigue en cours de radiothérapie, ça c'était pendant le traitement, mais qui perdure pour 40% de ces femmes après un an. Alors, concernant la chimiothérapie, eh bien effectivement, la chimiothérapie, si on reprend l'ensemble des études, elle induit de la fatigue, on peut le comprendre, par tous les mécanismes, l'anémie, les nausées, les vomissements, les troubles du sommeil, le fait de perdre ses cheveux et de se retrouver un peu déprimé par rapport à son image corporelle. Donc effectivement, c'est bien connu. Je ne vous apprends rien de particulier. Alors concernant les thérapies ciblées, ça c'est un petit peu nouveau. Et c'est un gros souci pour nous, oncologues, puisque notamment concernant les anti-angiogéniques, c'est-à-dire les traitements qui ciblent les vaisseaux, et notamment les tyrosine kinases, les petites molécules, toutes ces petites molécules induisent une fatigue, et j'allais vous dire, cette fatigue, c'est encore autre chose que ce qu'on a observé avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Et quand vous interrogez les patients, eh bien, plus de 80% des patients se plaignent comme un des symptômes majeurs d'avoir une fatigue. Et pour certains patients qui avaient eu de la chimiothérapie avant et qui ont une thérapie ciblée, notamment anti-angiogénique, ils nous disent mais finalement, en chimio, c'était rien par rapport à ce que je peux avoir comme sensation avec ces thérapies ciblées. Parce que c'est tous les jours, c'est tout le temps. La thérapie ciblée, il n'y a pas de pause. Avec la chimiothérapie, ils pouvaient récupérer un peu. Et j'ai certains patients, moi je suis beaucoup de patients qui ont des cancers du rein, qui m'ont demandé d'arrêter le traitement, non pas parce qu'ils ne marchaient pas ou ils avaient de la diarrhée, mais à cause de cette fatigue qui peut se transformer en une espèce de léthargie et qui empêche les gens d'avoir une vie au quotidien normale. Alors c'est vrai que quand sont arrivées les thérapies ciblées, on se dit chic, on a des thérapies moins toxiques que la chimiothérapie, mais sachez que c'est pas tout à fait vrai et que finalement au quotidien, et je crois que c'est important que vous intégriez
la prise en charge de la fatigue chez ces patients qui vont avoir des traitements sous forme de comprimés. Alors, c'est surtout vrai avec vraiment les anti-angiogéniques. Ce l'est un peu moins avec, par exemple, les inhibiteurs de mTOR ou les inhibiteurs de l'EGFR. Alors, on vient juste de terminer une étude qu'on vient de soumettre pour publication. Et donc, on a suivi une cohorte de patients qui avaient un cancer du rein métastatique, qui était sous thérapie ciblée orale, pour voir un petit peu, est-ce que c'était vraiment vrai, ce sentiment de fatigue, qui, quand on regarde dans les études pivotales, est quand même existe, mais n'est pas si important que ça. Et donc, on a suivi les patients tout le temps de leur traitement anti-angiogénique. Et initialement, déjà, 60% des patients, avant de débuter le traitement, avaient une fatigue sévère. Mais à la fin des 3 ou 6 mois de traitement, 90%, c'est-à-dire tous les patients, développent une fatigue qu'ils jugent sévère. Et les patients qui étaient fatigués au départ aggravent leur niveau de fatigue en cours de traitement. Et quand on leur pose la question, parmi tous les effets secondaires, quel est celui qui vous a le plus embêté, eh bien, ils nous rapportent que c'est la fatigue. Alors, comment prendre en charge ? Effectivement, il faut essayer, en cours de traitement, de trouver des situations comme Carole nous l'a proposé, qui peuvent être effectivement soit de l'éducation, soit des traitements médicamenteux. Alors effectivement, et ça tombe bien, tu l'as dit, quand on reprend toutes les études des interventions médicamenteuses, il y a eu beaucoup de tentatives au jour d'aujourd'hui, mais finalement, peu de résultats. On rajoute encore des médicaments, on augmente des effets secondaires, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour mettre en routine des traitements médicamenteux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher. Au niveau des interventions non médicamenteuses, bien sûr, hygiène de vie, éducation, comme tu le disais, les thérapies comportementales et l'activité physique. Voilà un petit peu dernièrement les nouvelles approches, j'allais dire, en comportemental qui ont été évaluées. Donc vous voyez que la littérature est de plus en plus abondante concernant le yoga qui est abordé ce matin, toutes ces thérapies cognitives et l'acupuncture avec des résultats toujours un petit peu mitigés. C'est jamais toujours pareil, mais il reste encore aussi toute une stratégie méthodologique dans toutes les études qui sont mises avec la fatigue, avec peut-être une nécessité au niveau de la recherche clinique d'homogénéiser les critères statistiques d'analyse de la fatigue. Parce que quand on regarde un petit peu à l'intérieur des études, c'est difficile d'arriver à les comparer. Généralement, d'abord, ce pas les mêmes questionnaires, comme tu le disais, parce qu'il y en a une série, et les objectifs qui se sont fixés ne sont pas les mêmes. Alors, si on regarde concernant l'activité physique en cours de chimiothérapie, eh bien, on sait que maintenant, tant pendant la chimiothérapie, si on regarde la méta-analyse qu'avait publiée Crump, qu'après le traitement, eh bien, une activité physique adaptée peut aider les patients sur la fatigue. Concernant maintenant l'hormonothérapie, est-ce que de pratiquer l'exercice physique chez des patients qui ont un cancer de la prostate avec hormonothérapie permet d'améliorer la fatigue ? Eh bien oui, je vous épargne les grands tableaux, mais il y a une méta-analyse qui vient tout juste de sortir et qui montre que cette activité physique chez les patients sous hormonothérapie permet d'améliorer la fatigue, en plus de tous leurs bénéfices en termes de force musculaire ou de capacité cardio-respiratoire. Alors, comme je vous l'ai dit, comme on est embêté concernant cette fatigue en cours de traitement anti-angiogénique avec Unicancer, et le groupe Soins de support, on a déposé un projet au niveau du PHRC qui va justement essayer de mettre en place un programme d'activité physique adapté associé à un programme de support nutritionnel optimisé pour essayer de diminuer la sarcopénie qui est importante chez ces patients dans le but d'essayer d'améliorer la fatigue de ces patients en cours de traitement pour permettre d'aller le plus loin possible et on espère du coup augmenter la survie sans progression. Donc
Donc on espère pouvoir monter ce projet très rapidement. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, il y aura un programme d'activité physique qui sera standardisé dans tous les établissements, associé à un programme nutritionnel pris en charge par les diététiciennes, donc, qui est coordonné par Samy Antoun de l'IGR. Et on suivra les patients pendant 3 mois et on évaluera au bout de 3 mois si notre prise en charge a permis d'améliorer la fatigue. Parce qu'on sait que la fatigue est surtout importante dès les premiers mois et quand elle s'installe, c'est là où après les patients ont du mal à être adhérents pour la suite des traitements. Autre approche aussi très intéressante, je ne sais pas si vous l'avez vu, concernant l'hypnose, qui peut être peut-être une approche à favoriser dans nos centres. Et donc il y a une étude randomisée qui vient d'être publiée, qui montre, donc c'est les courbes en bleu, que d'associer l'hypnose à une thérapie comportementale pendant la radiothérapie, parce que cet effet pendant la radiothérapie permet d'améliorer les scores de fatigue pendant, mais il semble y avoir, et c'est ça qui est important, je pense, c'est d'arriver à améliorer pendant, mais après, pour nos patients, avec une poursuite du bénéfice après la radiothérapie. Et une autre approche que l'on est en train de tester, qu'on a terminé, je pense qu'on pourra le présenter l'année prochaine à l'ASCO en 2016, puisque les inclusions se terminent là pour cet été, suite à l'observation qu'on avait vue que 40% des femmes après radiothérapie étaient encore fatiguées 1 an après. On a mis en place une étude multicentrique qui est soutenue par la Ligue nationale pour voir si une approche d'art-thérapie par des art thérapeutes conventionnés, diplômés, en cours de radiothérapie, permet aux femmes de mieux vivre ce temps-là, de mieux se réapproprier leur corps et leur esprit, et d'être moins fatiguées en fin de traitement pour pouvoir retourner dans la vie active le plus vite possible. Donc on attend avec impatience cette étude. Pour l'instant, moi j'ai que les retours des femmes qui sont emballées. Maintenant, est-ce que notre objectif principal qui était la fatigue sera atteint? Ça, on le saura l'année prochaine. Voilà, donc en conclusion, tous les traitements peuvent induire de la fatigue. On connaît un peu mieux le mécanisme, et effectivement, l'inflammation est maintenant vraiment le cœur de ces mécanismes impliqués. Je pense qu'il est important au niveau de la communauté scientifique de continuer à chercher à améliorer cette prise en charge, et il faut vraiment que, et ce sont des recommandations internationales, on standardise comme on le fait pour des essais cliniques où on prend comme objectif la survie ou la réponse, qu'on standardise nos critères principaux quand on veut évaluer la fatigue dans un essai clinique. Je vous remercie.